unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, la ville d'Ottawa nous a fait parvenir une vidéo qui contient des informations importantes que vous devez savoir. Alors, je vais vous inviter à regarder la vidéo tout de suite et ensuite, je vais vous passer des informations. Pour ma part, je considère que la ville d'Ottawa travaille très fort, que tous ceux qui s'y retrouvent travaillent très fort pour nous tenir informés de la situation. Et il y a toujours de nouvelles informations qui apparaissent sur le site web. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours pour cette semaine, visitez le www.ottawa.ca pour avoir, comme je le disais tantôt, plus d'informations. Vous savez qu'on est rendu à l'ère virtuelle maintenant. Beaucoup de choses se font de manière virtuelle. Et j'ai eu la chance de parler la semaine précédente avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa qui m'annonçait évidemment que le Festival canadien de tulipes n'est pas reporté, il n'est pas annulé, mais il va se faire pour cette année de manière virtuelle. Donc ça sera du 8 mai au 18 mai. On vous demande de vous tenir prêt parce qu'il y aura plein d'activités, plein de prestations. Il y aura un enseignement entre griffes sur les différentes tulipes qui vous seront présentées. Donc, vous pouvez aller sur le www.tourismeottawa.ca pour avoir la panoplie d'activités à faire durant ce festival-là et pourquoi pas vous y inscrire. Autre chose qui s'en vient à Québec, dont j'ai parlé avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa, ce sont les visites virtuelles. Vous savez que tous les musées canadiens nationaux de la région se donnent à cœur joie de vous ouvrir leurs portes de manière virtuelle. Donc, je parle entre autres du Musée canadien de la nature, du Musée canadien de l'histoire, du Musée canadien de la guerre et j'en passe. Tous ces musées-là vous ouvrent leurs portes de manière virtuelle, donc c'est le moment d'en profiter. Il y a aussi, entre autres, la visite du Rideau Hall et de la Chambre des communes du Parlement du Canada qui est aussi, il y a les visites qui sont offertes de manière virtuelle. Tout ça pour vous permettre de rester chez vous et quand même de rester actif et de vous informer. Alors, si vous êtes intéressé, je vous inviterai encore une fois à visiter le www.tourismeottawa et vous allez avoir accès
à la panoplie d'activités qu'il y a sur leur site web. Deuxième affaire que je veux parler avec vous, c'est la croisée des mots virtuels. Vous savez que ça fait un bout de temps que l'AAOF, en association avec leurs partenaires, ont lancé la croisée des mots virtuels. Et pour ce mercredi 29, à partir de 19h, ils ont l'auteur Michel Leblanc, qui se spécialise dans la littérature jeunesse. Elle sera là, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus sur elle. Et vous savez que les rencontres sur Zoom se font un nombre limité de personnes, donc on dira 100 personnes. On vous invite à vous inscrire au plus tôt pour pouvoir prendre votre place. Donc, si vous êtes intéressé, www.aaof.ca, c'est le site web à visiter. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler des défis de la télémédecine en ce moment de crise. On va aussi parler des enjeux criminologiques de nos jours avec un auteur des presses de l'Université d'Ottawa. Et tout de suite après la pause, on parle avec Marc N15 des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle avec Marc N15 aujourd'hui des éditions David et apparemment tu as de belles suggestions de lecture à nous faire. Oui, bonjour Claude, ça va bien? Oui. Oui, j'ai choisi, parce qu'on me demandait donc de faire des propositions de lecture, j'ai choisi trois livres des éditions David évidemment, qu'on a déjà présentés ici, mais que j'ai choisi parce que ça nous rappelait des histoires de confinement finalement. Et ça montre qu'il y a plein de situations où on peut être confiné. Alors pour commencer, j'ai choisi le livre Farida de Monia Mazig, qu'on a déjà présenté, que tu as reçu, je pense, ici même à ton émission. Oui. Donc c'est l'histoire d'une femme, on est une Tunisienne, on est dans les années 40, et cette femme, qui est une jeune fille, une jeune femme pétillante, se fait marier de force par son père à un bonhomme qui n'est pas tellement intéressant, et donc elle va connaître le destin un peu des femmes tunisiennes à l'époque, d'être confinées dans la cour, dans l'intérieur, puisque c'est les hommes qui vont à l'extérieur, les femmes restent à l'intérieur de la maison. Mais elle va résister, elle va en fait se révolter un peu contre le patriarcat, le modèle patriarcal. Mais voilà, une première histoire qui va être absolument magnifique, qui permet de suivre un peu ce qui s'est passé, la vie en Tunisie, disons, des années 40 aux années 90 à peu près. Alors, comme deuxième... Ça donne une belle histoire. Pendant que j'ai parlé avec Monia, elle a transmis beaucoup de choses dans ce roman-là. Je pense que c'est important que tout le monde le lise, particulièrement les femmes. Absolument, c'est un livre dans lequel on plonge avec grand bonheur. Une autre histoire de femme, mais qui est beaucoup plus ancienne. On est dans les années 1250 après Jésus-Christ, donc au XIIIe siècle. Et donc, c'est La Sultane dévoilée de Jean Mohsen Fahmy, un auteur d'origine égyptienne que tu vas recevoir, je crois, d'ailleurs, dans quelques jours. Et donc, c'est l'histoire d'une esclave, en fait, qui a été vendue au calife de Bagdad.
et qui va devenir, grâce à son intelligence et à sa grande beauté, je crois, enfin, ce qu'on comprend à travers le livre, qui va devenir la femme du sultan, la femme exclusive du sultan, ce qui est absolument incroyable, parce que le sultan a plusieurs épouses et toutes sortes de concubines, mais il va vraiment se réserver à elle. Et elle va devenir même sultane, la seule femme dans l'histoire de l'humanité qui va être sultane d'un pays arabo-musulman pendant quelques mois, mais ça va pas durer. Et donc là aussi, c'est une sorte de confinement, parce que tout se passe dans le harem, hein, dans le harem qui est une invention absolument incroyable, hein, pour le bon plaisir d'un homme, en fait. Hein, il y a une centaine de personnes ou plus qui sont confinées dans un espace, et avec les épouses, les concubines, les eunuques, hein, qui sont les seuls hommes qui ont le droit d'être dans le harem. Et d'ailleurs, l'histoire est racontée en partie par le grand eunuque qui tient le harem, et en alternance par une des servantes, qui elle aussi a comme destin d'être éternellement confinée dans cet espace-là. Alors, une autre belle histoire, en fait, une très très belle histoire. Et puis je termine avec un troisième suggestion. C'est un roman, là c'est une histoire d'un homme, donc c'est un roman de Didier Leclerc, un auteur de Toronto, qui s'appelle Le vieil homme sans voix, qui est l'histoire d'un homme donc on est à Toronto dans une maison de retraite, et une maison de retraite assez huppée, il faut dire, et cet homme, Wesley, qu'on appelle Wes, fête son 80e anniversaire, et pour cette fête-là, ses trois anciennes, parce qu'il a eu 3 épouses, ses 3 ex-épouses sont là pour fêter avec lui. Il a aussi son fils, il a eu un fils et un petit-fils qui sont là. Mais ce qui est particulier, c'est que Wesley a perdu la voix, il est rendu aphasique. Donc il communique seulement avec un petit carnet, un petit calepin. Là, toutes ses épouses papillonnent autour de lui parce qu'il a encore beaucoup d'argent et elles ont beaucoup de demandes à lui faire. Et il est là, il leur répond avec son petit calepin, genre oui, oui, t'en fais pas, je m'occupe de toi, ou au contraire, il les envoie un petit peu promener. Mais donc, bien sûr, ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui dans les CHSLD, sauf que c'est beaucoup plus drôle. Il y a une galerie de personnages qui sont tous absolument merveilleux, et lui-même, Wesley, qui est absolument fantastique. Alors, 3 histoires de confinement, mais 3 histoires qui nous emmènent ailleurs, en fait, hein, qui nous font voyager à la fois dans le temps. Et qui sont différentes les unes des autres. Absolument, voilà, ça. Donc j'ai pensé que ça pourrait plaire à nos auditeurs. Alors ces romans-là, est-ce qu'ils sont disponibles actuellement même sur la page, sur votre site web? Parce que je sais qu'il y a possibilité de les avoir format papier, mais aussi format numérique. Absolument. En fait, sur notre site web, on peut être redirigé vers 2 sites. Il y a le site du REFC, le regroupement des éditeurs franco-canadiens, et puis le site Les Libraires. Puis, un site que je recommande chaudement, c'est le site leslibraires.com, qui permet d'acheter des livres en format papier et numérique. Donc les libraires sont fermés. Là, ça inclut principalement des librairies au Québec, mais aussi quelques-unes ailleurs, à l'extérieur, comme la Librairie du Soleil à Ottawa. Et donc on peut commander à la fois en papier et en numérique. Il y a aussi à Ottawa la librairie Le Coin du Livre, pour ceux qui sont dans la région d'Orléans ou dans l'est d'Ottawa, parce qu'ils font des livraisons à la porte. Alors on peut commander à l'extérieur de la librairie et ils viennent porter les livres devant la porte pour qu'il n'y ait pas de contact, bien sûr. Ça, c'est bon à savoir. Écoute, Marc, tu me disais que tu voulais me parler aussi du Salon du livre du Grand Sudbury. On est rendu tout en virtuel maintenant, là. C'est ça, exactement comme tous les salons du livre ont été annulés. En fait, depuis le Salon du livre d'Outaouais, qui a échappé de justesse à la pandémie, tout le monde essaie de trouver des façons différentes d'avoir des activités. Et le Salon du livre du Grand Sudbury, qui est un événement biannuel, ou biennal, je devrais dire, en fait, a eu la très bonne idée de reprendre à peu près la programmation qu'ils voulaient offrir, mais de façon virtuelle. Et donc, toute la semaine prochaine, en fait, c'est du 6 au 9 mai, je crois. Donc, on va pouvoir assister à une panoplie d'activités, mais à travers le web. Et nous, on a plusieurs auteurs qui participent. Monia Mazig, Monia, qui va faire une conférence, une mini-conférence dans sa cuisine. Et tu sais que c'est le ramadan pour l'instant, donc elle va même proposer une recette de cuisine, voilà, c'est ça. Comment faire des briques, par exemple, qui est une recette de gâteau. Mais tout à en parlant de Farida et en racontant l'histoire, justement, l'histoire très particulière de Farida. On a aussi Gabriel Osson, qui viendra faire aussi une mini-conférence sur son livre Le jour se lèvera, donc qui se déroule en Haïti dans les années 60. Et puis Pierre-Luc Bélanger, qui devait faire une tournée d'école, une tournée scolaire. Évidemment, la tournée est annulée, mais il va pouvoir aussi, lui aussi, faire un atelier
un atelier à distance, un atelier virtuel sur son livre, L'Odyssée des neiges, qui a été primé, qui a reçu le prix Champlain dernièrement. Oui. Et parler aussi un peu de ce que c'est qu'écrire pour ados, parce que c'est son 4e livre, hein, donc il commence à avoir un peu d'expérience. Il y en a un 5e d'ailleurs qui est en gestation. Mais donc, comment est-ce qu'on écrit pour les ados? Qu'est-ce qui est un peu particulier? Alors, toutes ces activités-là, tu m'as dit que c'était du 6 au 9 mai, je pense. Donc, à chaque journée, il y aura un auteur qui sera là en train de discuter. Je dirais même plusieurs auteurs en journée, hein, parce que voilà, il y a toute une programmation. On peut aller voir ça sur le site. Il y a un site qui s'appelle, je crois, www.salondulivre.com, salondulivre.com. Et puis, on peut trouver toute la programmation du salon sur ce site-là. D'accord. Donc, on va aller sur ce site web-là, comme tu l'as mentionné. Et en dernière position, on pourrait parler du rabais de... je vais le dire, là, c'est 50%, c'est quand même gros, que le regroupement des éditeurs franco-canadiens offre, en collaboration avec vous autres. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr. Écoute, c'est sûr que tout le monde essaie de trouver des formules, des façons d'encourager les gens à s'intéresser à nos livres. Mais en même temps, comme... on veut aussi faire des gestes pour faciliter cette chose-là. Et donc, le regroupement des éditeurs franco-canadiens a eu la bonne idée d'offrir un éventail de livres, donc en format numérique, mais à un prix avantageux, donc à 50% du prix normal. Alors, nous, on participe, on a quelques titres qui sont offerts là, comme par exemple Chier, que tu as beaucoup aimé, Anoukchet et d'autres. Et donc, mais on n'est pas les seuls, il y a tous les éditeurs membres du RFC, donc il y en a une quinzaine, participent à cette offre-là. Et donc, toute la durée, la promotion dure jusqu'au 30 avril, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc, très bientôt, en fait. Donc, 3 jours. 3 jours, voilà. Donc, allez sur le site du RFC, puis vous verrez la promotion. Et ça permet d'aller chercher des livres quand même à un prix extrême. Déjà, les livres numériques sont moins chers, mais à 50%, c'est vraiment... Ils sont moins chers, oui. Ouais, c'est vraiment une aubaine. Et puis, bon, c'est très pratique. On peut aller chercher le livre très, très facilement. Alors, je ne sais pas trop le site web du RFC, mais est-ce que sur votre site web des éditions David, il y a un lien qui peut nous conduire directement au site web du RFC pour faire les achats? Oui, tout à fait. Et puis, mais on peut aussi taper refc.ca, donc, qui est le site du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Il y a un site très bien fait où on peut voir aussi tous les livres des éditeurs qui sont membres du regroupement. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée à toi. On se voit peut-être la semaine prochaine, toi ou Véronique, je ne sais pas trop. D'accord, peut-être, on alternera, voilà. Merci beaucoup, Claude. Puis bonne journée. Hein, et puis, donc, eh bien. À bientôt. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai, comme il a mentionné, à profiter des 50% de rabais. Ça s'étend jusqu'au 30 avril. Vous avez juste 3 jours. Donc, refc.ca ou même vous visitez leur site web aux éditiondavid.com. Après la pause, on parle avec une chercheure de l'Institut du savoir Montfort des défis de la télémédecine en ce moment de crise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité.
entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de télémédecine et pour en parler, Sylvie Grosjean, chercheur membre à l'Institut du savoir Montfort. Et la question que j'ai envie de vous poser, chers chercheurs, c'est de savoir est-ce que les professionnels de la santé sont prêts actuellement à faire face à la télémédecine? Moi, je pense que oui, parce que la télémédecine, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, la télémédecine, les professionnels de la santé, que ce soit les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, en faisaient déjà avant, pour certains. La seule chose que ça change, je pense, c'est que peut-être certains médecins qui n'en faisaient pas avant se sont tournés vers la télémédecine compte tenu de la pandémie, hein, parce qu'effectivement, il y a un intérêt en ce temps de pandémie d'utiliser la télémédecine, c'est que c'est un outil qui à la fois permet de maintenir l'offre de soins, parce que vous pouvez garder un contact avec vos patients et continuer à les suivre, tout en minimisant les risques de contagion. Donc, les médecins sont prêts, je pense, parce qu'il y en a qui le faisaient déjà, et pour eux, ça ne change pas leur pratique. Peut-être le volume a changé parce qu'ils en voient plus. Et pour d'autres, ça va être nouveau, puis peut-être que là, il va falloir qu'ils adaptent un peu leur pratique clinique à ce nouveau contexte. En 2020, quand on parle de télémédecine, on sait déjà que la technologie est vraiment quand même à son summum. Donc là, on se demande comment ça fonctionne. Alors, vous avez plusieurs types d'usages de la télémédecine, hein. C'est-à-dire, quand on parle de télémédecine, on parle de beaucoup de choses. Alors, vous avez la téléconsultation, par exemple. Ça, c'est la chose, je pense, qu'on connaît le mieux. C'est un professionnel de la santé qui va être relié à son patient par un système de visio, par exemple, hein, comme on utilise là en ce moment. Et puis, le médecin spécialiste ou le médecin généraliste peut voir son patient pour un rhume ou un mal de tête ou un suivi classique. Mais vous savez que ces téléconsultations-là peuvent être aussi utilisées par d'autres professionnels de la santé, pas juste les médecins. Par exemple, une infirmière peut l'utiliser aussi, la téléconsultation, pour faire un suivi, un orthophoniste, un psychologue ou même un nutritionniste, par exemple. Donc, c'est vraiment adapté à plusieurs professionnels. Vous avez des systèmes qu'on appelle des systèmes de télésurveillance médicale. Alors, c'est un petit peu différent. C'est un patient qui va être surveillé à distance avec des appareils. Alors, par exemple, on va connecter sur lui un certain nombre d'appareils pour mesurer régulièrement sa fréquence cardiaque parce qu'il a peut-être des problèmes cardiaques ou pour prendre sa tension artérielle et les données vont être collectées en temps réel et envoyées à son médecin qui va pouvoir le surveiller à distance pour éviter peut-être qu'il y a un problème. Puis, vous avez parfois des professionnels qui sont dans le nord, par exemple, de l'Ontario. Et là, on va parler de téléexpertise. Vous êtes un médecin généraliste dans le Nord, vous recevez un de vos patients qui a un problème neurologique, par exemple, et là, vous n'avez pas accès à un neurologue proche de vous. Mais le neurologue qui peut examiner votre patient est à Toronto. Alors là, vous avez le médecin généraliste qui va consulter un spécialiste pour avoir un avis. C'est ce qu'on va appeler la téléexpertise. C'est plus un professionnel de la santé qui va solliciter à distance l'avis d'un autre professionnel de la santé sur une problématique spécifique. Donc, on voit qu'il y a plusieurs formes à la télémédecine. Et puis, les usages qu'on va en faire maintenant, il y a quand même les dermatologues, par exemple, sont très bien équipés pour avoir des caméras assez puissantes pour vérifier des lésions sur la peau, des choses comme ça. Il y a possibilité parfois de connecter aussi des éléments pour le médecin pour pouvoir voir un peu mieux ou entendre un peu mieux. Donc, il y a quand même, sur le plan des dispositifs techniques, des choses que l'on peut faire. C'est ce que je comprends de ce que vous êtes en train de dire, c'est que à cause de l'avancée de la technologie, la télémédecine, ça ne va pas seulement s'arrêter à la consultation, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est important de le mentionner. Exactement, c'est qu'on voit que les usages de la télémédecine, ça ne se limite pas à la téléconsultation. Là, c'est sûr qu'elle prend beaucoup de place en ce moment parce qu'elle nous aide beaucoup en temps de pandémie, mais on a quand même plusieurs dispositifs de télésuivi qui se mettent en place. Oui. Puisque vous êtes experte en la matière, je me permets de vous poser la question de savoir si ça pourrait fonctionner mieux pour certains professionnels de la santé que d'autres. Alors, il y a un enjeu important que nous, on a vu dans nos travaux de recherche, c'est souvent l'enjeu qui n'est pas forcément lié à la technologie ou à son usage, parce qu'on peut en faire l'apprentissage, mais c'est un enjeu en termes de communication. Il faut savoir que quand on fait de la télémédecine, c'est pas juste de la médecine à distance, hein, il ne faut pas le résumer à ça, c'est une nouvelle façon d'envisager sa relation avec le patient.
parce qu'il y a une distance physique, on n'est pas dans le cabinet. Et les travaux qui sont publiés à ce jour, à la fois en communication et dans d'autres disciplines, montrent qu'il y a quand même des enjeux à la fois relationnels et à la fois communicationnels. C'est-à-dire que à la fois le patient et le médecin, ils vont devoir apprivoiser cette distance-là. Ils vont devoir se familiariser avec ces distances-là. C'est nouveau pour les patients, mais c'est aussi nouveau pour les médecins. Alors, par exemple, on va parler d'une distance sensorielle. C'est l'idée qu'il est difficile pour le médecin de toucher, de palper, de sentir. Nos sens qui sont utilisés, là, ils sont compromis. Et il va falloir que le médecin, il adapte sa pratique, il développe des stratégies pour, nous on appelle ça, apprendre à sentir à distance. Il va falloir qu'il puisse sentir à distance, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse équipe avec son patient pour que le patient puisse lui décrire des choses, lui décrire des symptômes, ou même parfois demander au patient de se toucher lui-même pour voir s'il y a une douleur ou autre. Donc, il va déléguer un certain nombre de choses aux patients. Et certains médecins disent, les patients, ils sont mes yeux, ils sont ma main quelque part, et ils vont sentir un peu à ma place, d'une certaine manière. Et puis, il y a une distance aussi qu'on sous-estime peut-être, c'est une distance un peu affective et émotionnelle. Il y a une relation de confiance avec un médecin. Et parfois, ça peut être difficile de créer cette relation de proximité à distance, cette relation de confiance à distance. Donc, ce travail affectif-là, il faut le faire. Il y a des questions importantes, c'est comment je rassure un patient à distance quand il est inquiet par rapport à des symptômes, comment je crée une relation de confiance, comment je crée une proximité avec mon patient. Alors ça, on voit qu'il y a des stratégies à développer en termes de communication pour permettre ce travail affectif-là à distance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les médecins adaptent leur pratique à ce nouveau concept-là, à ce nouveau contexte aussi-là. Et puis, ça veut dire que oui, c'est une offre de soins qui est intéressante, qui est nouvelle, qui est différente, mais qui ne peut pas être simple réplique d'une consultation en cabinet. Il faut adapter sa pratique. C'est vrai qu'il faut adapter la pratique parce que oui, vous avez mentionné le fait que du coup, à cause de la télémédecine, le patient devient les yeux, la main du professionnel de santé. Mais moi, je me dis, je veux juste que vous me rassurez sur le fait que la télémédecine, elle ne consiste à faire seulement qu'à 50% à évaluer le diagnostic. Parce que je me dis, OK, moi, je ne suis pas professionnelle, je suis en pleine consultation avec un médecin qui me dit, touche par ici, touche par là, est-ce que tu as mal, est-ce que tu n'as pas mal? Moi, je peux ressentir des affaires qui ne sont pas vraiment la réalité, je me dis. Donc, en même temps, je me dis que le médecin ne peut pas se baser sur ça pour en faire un diagnostic à 100%. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas en télémédecine plus d'erreurs de diagnostic qu'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant. La littérature sur le sujet le montre. Il n'y a pas d'erreur de diagnostic. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que parfois, un médecin peut douter, mais dans ce moment, s'il doute, là, il va vous dire « je veux vous voir en cabinet ». Vous voyez ce que je veux dire? La télémédecine, elle ne va pas remplacer. Le médecin, il va dire, s'il a un doute à un moment donné ou qu'il hésite, il va vous demander de faire des examens complémentaires ou il va vous demander de vous voir. Et là, effectivement, il va peut-être être plus en face à face avec vous. Donc, c'est sûr qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a pas plus d'erreurs de diagnostic. La seule chose, c'est que s'il y a un doute, le médecin va probablement ou faire des examens complémentaires ou vous prescrire quelque chose, etc., en cas de doute, ou vous dire, je pense qu'il est le temps que l'on se voit parce que j'ai besoin à ce moment-là de vous voir et d'avoir des examens complémentaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus de risques. C'est juste que, comme je vous disais, adapter sa pratique, c'est aussi considérer que parfois, si j'ai un doute, à ce moment-là, je vais peut-être demander ou un examen complémentaire ou de rencontrer en face à face mon patient. On tire vers la fin de notre entrevue, professeur Grosjean. J'aimerais juste que vous donniez des suggestions. Ce n'est pas seulement les professionnels de la santé qui sont lancés dans cette manière de travailler de manière virtuelle là. Si vous aurez des suggestions et pour les patients et pour les professionnels, ça serait quoi? Alors pour les deux, j'ai envie de dire, nous, ce qu'on a vu là, ce qui est important souvent, c'est de prendre le temps de s'écouter. Ça veut dire qu'à la fois que le médecin écoute son patient, parce que le patient, il y a une histoire à raconter avec ses symptômes. C'est quand est-ce qu'ils sont apparus, ces symptômes-là? À quel moment? Est-ce que j'ai mal sur mon sofa ou juste quand je marche? Donc on voit qu'on met en récit ces symptômes-là. Puis ça va leur donner du sens. Puis pour le médecin, c'est des informations extrêmement précieuses.
Si, par exemple, vous avez le souffle court, après avoir monté 10 étages, ça n'a pas le même sens que si vous avez le souffle court juste en faisant votre vaisselle ou votre lavage. Donc, on voit bien que la mise en contexte d'un même symptôme n'a pas le sens. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est l'important, c'est de s'écouter, puis c'est de laisser aussi le temps au patient d'exprimer les choses, de dire les choses, parce qu'il va les traduire avec ses mots, avec ses expressions. Puis ça donne beaucoup, beaucoup de signification pour le médecin. Professeur Grosjean, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a eu de très belles informations concernant la télémédecine. On va prendre une pause et juste après, on va parler de l'isolement social en ce moment de crise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aujourd'hui, on va parler des liens sociaux, surtout de l'isolement social. Et Dania, franchement, j'ai vu le thème d'aujourd'hui, je me suis dit, oui, tu nous as déjà parlé des liens sociaux parce que tu parlais de bâtir la confiance, de créer un sentiment d'appartenance, mais en ce moment, on est tous isolés. Je suis sûre qu'il y a des impacts négatifs pour beaucoup de personnes. Oui, en effet, absolument. Donc, vous savez, l'isolement social, c'est pas un phénomène qui est survenu juste à cause de la pandémie. Ça existait déjà. Malheureusement, au sein de notre société. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, on parle de liens sociaux aujourd'hui, c'est sûr, mais on entend souvent parler de distanciation sociale, distanciation physique, l'isolement social. Puis c'est quoi le lien avec la santé mentale? Je pensais que c'était un bon moment justement pour refléter là-dessus. Oui. Donc, j'ai vu la petite rubrique, la petite vidéo que Santé publique a fait, que tu as présenté au tout début de l'émission. Je trouvais que c'était super, c'était excellent. Et puis, évidemment, la distanciation sociale cherche à éliminer la propagation du virus en maintenant une distance physique avec les autres pour minimiser les contacts humains de façon drastique. Maintenant, et c'est pour ça, donc, au niveau individuel puis au niveau collectif aussi, c'est pour ça qu'il y a la fermeture de magasins et des lieux publics, n'est-ce pas? Donc, mais ce qu'on sait, c'est que quand on entend le mot distanciation sociale, ça laisse sous-entendre qu'il faut minimiser nos interactions sociales. Et ce n'est pas le cas. C'est vraiment une distanciation physique qu'il faut respecter. Et c'est pour ça que dans les dernières semaines, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un changement dans le langage. On n'utilise plus la distanciation physique, parce qu'on sait que l'isolement qui est causé pour plusieurs raisons, a un effet négatif sur la santé mentale.
ça augmente l'anxiété, ça amplifie le stress chez certaines personnes. Ça peut mener à des frustrations, de la colère, qui peut être soit verbale, psychologique ou même physique. Ça peut apporter de la confusion. Ça peut même affecter la motivation des gens à prendre soin d'eux autres. Au niveau on voit de la malnutrition, on se mobilise moins, on fait moins d'activités. Aussi, peut-être ça peut affecter aussi la prise de médicaments pour toutes sortes de raisons, santé physique ou mentale. Et même, pour certaines personnes qui sont plus à risque, ça pourrait mener à l'émergence d'idées ou de comportements suicidaires, ce qui peut être très, très préoccupant. Puis aussi, au cours de mes petites recherches, j'ai noté une étude qui a été émise par Angus Reid. C'est une firme à but non lucratif qui fait des études au niveau canadien. L'été dernier, en juin 2019, ils ont publié les résultats d'une étude qui démontrait qu'il y a 62% des gens qui disent qu'ils auraient aimé avoir plus de contact avec leurs membres de la famille et leurs amis. Il y a 33% qui disent qu'ils ne pensent pas qu'ils pourraient compter sur leurs membres de leur entourage en cas de crise financière. Puis même, il y a 18% d'entre eux qui disent que... Attends une minute. Qui disent que ils ne savent pas, ils ne sont pas certains s'ils pourraient compter sur le membre de la famille ou de l'entourage s'ils vivraient une crise personnelle au niveau émotionnel. Donc ça, c'était déjà préoccupant avant. Oui. C'était déjà préoccupant avant la pandémie et maintenant encore plus. Et d'où la popularité, justement, des moyens technologiques qui cherchent à mettre les gens en contact de façon virtuelle. En contact. Oui, exactement. Et tu as parlé des personnes qui sont beaucoup plus à risque. J'ai vraiment envie de te demander, quand on parle des personnes qui sont beaucoup plus à risque, est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont seulement un problème de santé mentale? Parce que finalement, là, à cause de l'isolement, ça touche tout le monde. Exactement. Ce ressenti qu'on a par rapport à l'isolement. Oui, ça touche tout le monde. Il y a certaines gens qui sont plus à risque dès le départ. Selon les études, ils démontrent les gens qui ont une mobilité réduite. Les gens qui appartiennent à des communautés des Premières Nations ou à d'autres communautés comme LGBTQ2S. Des gens aussi qui dépendent d'autres pour les emmener vers des services ou des activités récréatives. Donc, les personnes qui ont des problèmes, des handicaps physiques ou intellectuels, des problèmes, et surtout aujourd'hui, c'est très particulier, qui ont des problèmes au niveau de la dextérité pour pouvoir manipuler les outils technologiques, s'ils ont accès à ça. On parle de gens, les jeunes comme les moins jeunes, qui dépendaient des services dont les services ont été annulés ou réduits pour socialiser avec les autres. Ce sont des gens, pour la plupart, qui ne pourraient pas se payer les moyens, qui n'auraient pas les moyens de se payer soit l'achat des outils technologiques ou même des plans qui leur permettraient de continuer leurs activités, mais de façon virtuelle. Puis, sais-tu, dès la naissance, on a besoin, puis on dépend entre humains des autres, de l'interaction avec les autres. Au niveau scolaire, donc soit l'élémentaire, au secondaire, collégial, universitaire, lorsqu'il y a des problèmes au niveau social, ça se reflète dans les résultats académiques ou scolaires. Au niveau du travail, pour ceux qui travaillent, on voit ça dans le type de... la qualité de la relation interpersonnelle, le rendement aussi, oui, qu'on a avec nos pairs, avec nos supérieurs ou avec nos partenaires quelconques. Donc, vraiment, de mettre l'emphase sur tisser des liens sociaux, surtout maintenant, c'est très important. Et rendre les moyens accessibles aux gens qui pourraient avoir de la difficulté, aussi, ça pourrait résoudre ce défi-là. Les moyens accessibles dont tu parles, là, c'est vrai qu'il y a plusieurs services qu'on ne peut plus avoir, mais il y en a d'autres qui essaient de travailler dans le sens où est-ce qu'on pourrait avoir accès à leurs services de manière virtuelle. Et puis, je pense que tu en as quelques-uns à nous suggérer. Oui, donc, pour ceux et celles qui peuvent se procurer ou bien qui pourraient peut-être
maintenant, il y a des nouvelles façons de célébrer la fête des gens ou souligner un anniversaire quelconque. Ça serait bien de pouvoir offrir un téléphone cellulaire ou bien un plan de service qui pourrait leur permettre de mieux communiquer avec leur entourage, avec les amis. Ça, c'est si on a les moyens. Mais aussi, donc, le téléphone, on pense que c'est plus accessible. Aux autres, là, je parle des téléphones audio, pas audiovisuels. On pourrait aussi établir une routine, un rendez-vous régulier, soit chaque jour, à chaque 2 jours ou quelques fois par semaine, avec quelqu'un en qui on a confiance pour juste se maintenir à jour de qu'est-ce qui se passe, pour peut-être commencer une activité, un loisir qui est nouveau, qui était sur notre liste et sur lequel on n'a jamais pu avancer. Aussi, on pourrait prendre part surtout à donner de l'appui pour les gens qui ont besoin de faire des commissions, mais qui ne peuvent pas à cause d'handicaps physiques. Donc ça, c'est tous des exemples qu'on pourrait utiliser. Je sais qu'il y a d'autres des invités qui font à souper une fois par semaine ensemble de façon virtuelle pour se rencontrer. J'allais en parler. Ça, c'était vraiment amusant de voir ça. C'est une excellente idée. Et puis, en même temps, c'est comme tu dis, là, on a besoin des autres, mais à cause de la technologie aujourd'hui, là, on ne peut pas se plaindre. On est quand même chanceux, parce que même sur Zoom, que ce soit, même quand tu as parlé d'appel vocal, là, même envoyer une note vocale à quelqu'un et puis de lui dire que je pense à toi, si tu as besoin, tu peux m'appeler en cas de... Ça fait plaisir, au moins. Les gens ne se sentent pas seuls. Exactement. Ça fait plaisir. Puis, sentir qu'on appartient à un groupe où qu'on est important aux yeux d'autres. Puis aussi, ce genre de relation-là permet l'entraide aussi. L'entraide est basée sur la communication. S'il n'y a pas de communication, on ne peut pas s'entraider. Donc, évidemment, il y a une mégarde là-dedans. Si les gens sentent qu'ils n'ont pas ou peu de liens sociaux, de gens sur qui compter, et qu'ils pourraient ressentir des bouleversements émotionnels, de l'anxiété, même peut-être des signes de dépression, on ne sait pas. Je les encourage à contacter les services de soutien mental, de soutien quelconque, de soutien sociaux pour les aider. Parce que l'aide est là et plusieurs volontaires bénévoles, plusieurs personnes qui continuent à travailler, mais de façon différente, n'attendent juste qu'on les rejoigne, qu'on les appelle. Dania, merci beaucoup. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bonne journée. Bonne journée, bonne semaine à vous. Parlant de soutien téléphonique, là, elle en a mentionné plusieurs la semaine précédente. J'ai plus ça en tête, mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est à visiter leur site web au www.ottawa.cmha.ca pour avoir plus d'informations sur tous les services qui sont offerts gratuitement. Après la pause, on va parler des enjeux criminologiques de notre ère. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un ouvrage intitulé « Enjeux criminologiques contemporains au-delà de l'insécurité et de l'exclusion » avec M. Moffett qui a travaillé sur ce projet. Et vous me disiez tantôt que ce projet n'est pas né par pur hasard, il y a toute une histoire en arrière. Oui, effectivement, c'est un ouvrage en 2 tomes, un en français et un en anglais, qui a émergé à l'occasion du 50e anniversaire de la création du département de criminologie à l'Université d'Ottawa. Donc, à l'occasion du 50e anniversaire, en 2018, on a tenu un grand colloque international où on voulait faire valoir le type de recherche criminologique, on en discutera, qui est effectuée au département de criminologie à l'Université d'Ottawa, et mettre en valeur aussi nos collaborations, nos réseaux avec des chercheurs un peu partout à travers le monde. Donc, cet ouvrage en 2 tomes présente des chapitres qui sont représentatifs du type de recherche que différents professeurs au département font avec leurs collègues et qui visent à proposer une lecture de la criminologie qui cherche à, comme vous le disiez, à éviter les pratiques qu'on peut retrouver dans certaines formes de criminologie, des pratiques qui, en voulant aider, en réalité, reproduisent l'exclusion de certains groupes, reproduisent, au nom de la sécurité, une insécurisation de certaines communautés, parfois plus vulnérables. Alors, quand vous parlez de recherche, je suis sûre que ça a un rapport direct avec le département de criminologie de l'Université d'Ottawa. C'est quoi les différents axes que vous avez touchés? Donc, lorsque les gens pensent à la criminologie, souvent on pense, et c'est le cas de certains de nos étudiants, que c'est une discipline qui vise à former des policiers, former les acteurs du système de justice pénale. Il y a un certain type de criminologie... Moi aussi, je pensais ça. Oui, voilà. Donc, c'est la criminologie qu'on appelle parfois administrative ou étatique, c'est-à-dire qui vise à former les gens qui vont faire, dans une certaine mesure, du contrôle social. Le département de criminologie à l'Université d'Ottawa a été créé en 1968, un peu avec l'idée de former ces acteurs-là, mais de plus en plus, au fil des années, s'est développée une tradition beaucoup plus critique au département. Et donc, ce qu'on fait surtout, c'est de se demander, en tant que sociologue, en tant qu'historien, en tant que psychologue qui s'intéresse aux questions criminelles, comment est-ce que les acteurs du système de justice pénale fonctionnent, quels impacts ils ont sur la société, quel impact a la criminalisation, l'incarcération et les mesures mises en place. Et la plupart d'entre nous considérons que, malgré qu'il y ait des pratiques intéressantes, qu'une grosse partie de ces mesures-là contribuent à accentuer certaines discriminations, à accentuer certaines exclusions. Et donc, on fait de la recherche qui vise à mettre en lumière certaines des violences, certaines des exclusions qui sont le résultat de pratiques du système de justice pénale. Donc, c'est ce qu'on voit un peu dans le livre. Donc, on a 2 tomes, un en anglais, un en français, et on va se pencher, par exemple, sur... Il y a un chapitre de ma collègue Balchit Nagra au département et de son collègue de l'Université Carleton, Jeff Monahan, qui s'intéresse, par exemple, à l'impact des politiques canadiennes de surveillance liées au terrorisme, entre guillemets, sur les communautés musulmanes, qui, malgré qu'elles puissent n'avoir aucun lien avec ces pratiques-là, sont souvent très visées. Et donc, à partir d'entrevues avec de nombreuses personnes, ces chercheurs-là vont nous montrer, par exemple, comment différents membres de communautés vivent l'incursion, les interférences, les pratiques de surveillance, puisque ces politiques publiques-là ont un impact sur certaines communautés ici au Canada. On aura, pour prendre un autre exemple, une collègue qui s'intéresse à la surincarcération des communautés autochtones au Canada et essayer de voir si tout ce discours sur la réconciliation a eu un effet sur ces politiques-là. Il semble, selon elle, que jusqu'à maintenant, non. Que ça n'a pas infléchi cette tendance très préoccupante de surreprésentation des populations autochtones au Canada. Donc, ça vous donne 2 exemples, si vous voulez, de notre angle d'approche pour essayer de voir comment certaines de ces pratiques-là peuvent contribuer à l'insécurité et à l'exclusion et essayer de proposer des alternatives.
Monsieur Moffett, j'ai envie de vous demander si les recherches que vous avez faites là au jour d'aujourd'hui, elles sont... vous avez essayé de faire une comparaison avec qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire auparavant pour essayer de voir qu'est-ce qui a vraiment évolué ou pas. Parce qu'on a l'impression que, vu les exemples que vous venez de me donner, les schémas sont les mêmes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, comme vous l'avez dit. Oui, bon... Dans les pratiques criminologiques, dans les pratiques de l'État, si vous voulez, il y a eu une période, malgré tout, au début de l'État-providence, si vous voulez, où, oui, parfois on pathologisait, c'est-à-dire qu'on présentait les gens comme des déviants, les gens qui avaient des problèmes avec le système de justice pénale, mais qui avaient tout de même du financement pour des politiques, si on voulait, de réhabilitation. Et on voit qu'avec les mesures d'austérité, de néolibéralisme dans les années 80-90, dans tout le monde anglo-saxon, incluant au Canada, il y a eu un abandon, si on veut, de ce projet-là de réhabilitation. On peut en faire la critique, mais tout de même, il y avait ce projet-là. Et il y a un déplacement vers l'idée que, par exemple, la prison sert à incapaciter, à neutraliser des gens, pas à les réhabiliter. Il y a d'ailleurs un chapitre sur cette question-là dans l'ouvrage. Et donc, on dit finalement, la prison ne sert pas à réhabiliter, la prison sert à empêcher les gens de sortir. Et donc, évidemment, ça a toutes sortes de conséquences sur la population. Mais comme vous le disiez, malheureusement, étant donné que la question du système de justice pénale et de la criminalisation, c'est un sujet dont les politiciens peuvent facilement s'accaparer pour essayer de gagner des points lors des élections, on voit que souvent les recherches n'ont pas toujours l'impact voulu. Il y a depuis très longtemps, la recherche démontre que l'incarcération, par exemple, ne fait pratiquement rien pour réhabiliter les gens, fait très peu de choses pour neutraliser un risque. Et donc, la prison ne fonctionne pas, si vous voulez. Et pourtant, on continue à mettre en place ces politiques-là. Donc, il n'y a pas eu de grands changements au niveau des pratiques étatiques, mais la discipline criminologique, elle, est passée, et c'est le cas au département, d'une pratique plutôt administrative, qui visait à former des acteurs du système de justice pénale, à ce qu'on retrouve aujourd'hui, en tout cas à Ottawa, qui est un regard beaucoup plus sociologique, beaucoup plus critique sur les impacts du système de justice pénale. Alors moi, je vous parlais avant qu'on entre en entrevue d'un documentaire que j'ai vu et j'aime bien le fait que vous ayez travaillé avec des sociologues, des historiens et des psychologues parce que je me rends compte que en fait tout se passe dans la psychologie, que ce soit pour les personnes qui travaillent dans le chemin pénal ou même pour des personnes qui subissent, comme on a dit, des insécurités, comment vous l'appelez là, des exclusions sociales. Mm-hmm. Oui, vous faisiez référence donc à cette série qui donne un exemple de racisme. Donc, comment certaines personnes qui peuvent être imaginées comme autres sont posées comme des vecteurs de danger, par exemple, ou d'insécurité. Et c'est ce qu'on explore dans le livre. Donc, lorsqu'on dit l'insécurité et l'exclusion, c'est une façon de souligner comment ce qu'on appelle en sociologie, des marqueurs de différenciation sociale pour montrer qu'ils sont bien construits. Donc, l'ethnicité ou la race, comme une construction sociale, évidemment, le genre, la classe sociale. Comment ces axes-là ont deux impacts, si on veut. D'une part, influencent la victimisation. Donc, les femmes, par exemple, sont davantage victimes de violences sexistes, de violences genrées, donc des vrais exemples de victimisation qui insécurisent les gens, mais aussi des discours publics insécurisants, des discours publics sur la sécurité, où les politiciens, les médias, parfois, posent certains groupes comme dangereux. Et donc, ce que vous disiez par rapport à la psychologie, ce n'est pas surprenant. Il y a toutes sortes d'explications pour ça, mais les explications même sociologiques ou historiques qui nous disent que le racisme et le sexisme sont des structures de pouvoir, des structures de domination historiques, elles se traduisent malgré tout dans le schéma cognitif, dans le schéma psychologique. Et donc, certains auteurs, certains chercheurs vont travailler sur la façon
dont des inégalités sociales, par exemple le racisme, peut être traduit à travers les médias, à travers les politiciens, à travers l'éducation, dans un schéma cognitif qui peut mener à certains biais. C'est ce à quoi vous faites référence. Donc, dans le livre, on a des gens qui abordent ça dans une perspective historique. Une collègue, par exemple, qui a travaillé sur comment la sexualité jugée problématique peut être considérée comme une question morale dans les années 40, dans les années 50, aujourd'hui comme une question de santé. Il va nous rester 30 secondes avant la fin avant d'aller à la pause, mais je vais vous garder pour la fin, juste vous laisser savoir. D'accord. Donc voilà, on a ici un exemple historique. Alors, pour l'exemple historique, on va le garder pour après la pause, mais je vais inviter tout de suite les gens qui nous regardent à visiter le www.presseyouottawa.ca pour avoir ce magnifique ouvrage-là qui peut-être sera en rabais. Allez visiter le site web, on se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Marie-Pierre Chaumont. Je vous invite à regarder la prochaine émission de Lumière et d'être. Je rencontrerai Linda Leclerc, fondatrice de l'école de yoga du rire. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai toujours M. Moffett avec moi qui nous parlait de ce bel ouvrage. Et puis, oui, vous avez pris l'exemple de la sexualité. Il va nous manquer peu de temps. Est-ce que vous pourrez déjà me dire c'est pour qui a été fait cet ouvrage-là? Donc, l'ouvrage s'adresse à des étudiants, au public plus largement qui veut s'intéresser aux différents angles d'approche d'une criminologie critique. Et il est écrit donc pour les chercheurs, mais aussi pour le grand public. Et pour cette raison, les ouvrages qui sortent le 6 mai, donc qui n'est pas disponible tout de suite, mais qui sort la semaine prochaine, la version électronique est disponible en libre accès, donc gratuitement sur le site des presses de l'Université d'Ottawa. Donc, les téléspectateurs pourront les consulter, à la fois la version en anglais et en français. Lorsque les imprimeries réouvriront à la suite de cette pandémie, la version papier sera ensuite disponible sur le site des presses. Merci beaucoup, M. Moffett. Très belle discussion que j'ai eue avec vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, comme il a mentionné, à partir du 6 mai, cet ouvrage sera gratuit au www.presseyouottawa.ca. Ne le manquez pas. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rock.